Moi, c'est Joël Lanquin, guadeloupéen, peintre. J'habite et je travaille en Guadeloupe. Le souvenir le plus lointain que je puisse remonter, qui m'a donné envie d'aller vers les choses artistiques, je me souviens, c'est mes oncles. Parce que j'avais un oncle qui dansait. Et à l'époque, c'était James Brown, c'était le rhythm and blues américain, c'était, voilà. Donc c'est cette mouvance-là. Donc moi-même, je me suis mis à danser, je dansais, j'aimais ça, j'aimais cette musique-là. Et puis, très peu de temps après, j'ai été attiré par le Gwoka. Parce que j'ai eu de belles rencontres dans ma vie. Et je le répète toujours, Jacques-Marie Basse, qui est un musicien. Et donc avec lui, je montais à Jabrun, chez Guy Conquête. J'avais 16-17 ans. Donc j'étais plongé même dans la création vraiment artistique à cette époque-là, au niveau du Gwoka. Surtout que le Gwoka n'était pas ce que le Gwoka est aujourd'hui. Hein, le Gwoka était plus ou moins banni, était plus ou moins rejeté. Et donc, c'était déjà en même temps un combat. Donc, j'ai entré en même temps dans la musique de résistance et en même temps la lutte. Donc, ma vie est comme ça. Les choses sont un peu liées, ok? Et donc, je commence à jouer avec Guy Conquête, j'apprends à jouer avec Guy Conquête. Conquête introduit la calebasse. Je suis la première personne à jouer de la calebasse dans le Gwoka. Hein. C'est Conquête qui a porté cet instrument-là. Et voilà. Et donc, mais je crois que j'ai toujours ressenti en moi ce besoin d'exprimer les choses, d'aller vers l'autre. Parce que pour moi, c'est très important, hein, quand on est artiste, c'est ça aussi, quoi. C'est partager, c'est chercher, échanger. Donc, toujours attiré par ça, quoi. Voilà. Alors, comme je le répète souvent, je le dis souvent, je suis venu à la peinture de manière tout à fait, je dirais, improbable, hein, parce que j'ai été incarcéré comme prisonnier politique pendant 6 années. Et en prison, c'est le lieu où on se rencontre, en fait. Et donc, il n'était plus question pour moi, après la prison, de retourner dans l'éducation nationale, parce que j'étais enseignant en même temps. Et donc, j'ai commencé à crayonner, mais sans prétention, hein, sans prétention. Je passais des journées à crayonner, je faisais tout ce qui passait sous la main, je faisais des copies. À un certain moment, je faisais des cartes postales pour les détenus qu'ils expédiaient à leurs parents. J'ai commencé après à faire des portraits. Enfin, petit à petit comme ça, en crayonnant, parce qu'on a le temps, hein, j'avais 6 ans. Donc, je crayonnais. Et puis, il y a eu un déclic, il y a eu une maquette de disque qui devait être faite pour les prisonniers politiques. Et on me demande de faire une maquette, étant en prison. Et moi, je fais une maquette, je fais une tête, et je sors par des moyens détournés, je me souviens, en prison. Et cette maquette a été la couverture du disque, qui a été vendu en soutien aux prisonniers politiques. Et il y a un peintre, que j'aime beaucoup, qui me fait dire, continue, parce que ce que tu as fait là, surtout que j'avais fait un portrait sans modèle, en fait. Mais en fait, avant, j'avais déjà tellement fait des yeux, des bouches, des nez, des oreilles. On s'amuse, quoi. Je m'amusais, c'était sans prétention. Et puis, cette personne qui m'a dit ça, c'était une personne qui faisait elle-même de la peinture. Donc, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, bon, mais si elle a trouvé ça bien, je continue. Alors, j'ai continué pour m'amuser. Et avec la chance, à ma sortie, je tombe en plein indigo. Je passe du coq à l'âne, je tombe en plein indigo. C'est-à-dire que je sors, et mon épouse, à l'époque haïtienne, reçoit à la maison tous les peintres haïtiens qui viennent de Haïti, ils sont chez moi. Donc chez moi se retrouve Doda, se retrouve Sambalé, Maurice Vital, etc.
Donc, tout de suite, c'est ce que j'aime bien avec la communauté haïtienne, c'est que les peintres haïtiens, quand ils sont là, ils peignent. Pas ni parole, ils peignent. C'est ça l'objet, c'est la peinture. Donc, j'étais tout le temps dans un mouvement de peinture. Et moi, ils sortaient de prison, je tombais justement dans tout ça. Et ils avaient déjà vu ce que j'avais réalisé avant. Ils me disaient, bon, mais mettez aussi avec nous, prends pinceau, prends toile, pour ça. Et puis, c'est comme ça, je me suis mis petit à petit à faire les choses. Et puis, au regard de quelques personnes, quelques peintres, ils m'ont dit, mais tu pourrais continuer vraiment. Mais moi, je suis enseignant, j'étais loin de penser que j'aurais eu une vie de peintre par la suite. Et puis, je me suis laissé emporter au fil des années. J'ai été invité à exposer à des endroits. Ça m'a donné un peu confiance dans ce que je faisais. Mais j'étais quand même conscient que j'étais dans une période d'apprentissage. Hein. C'était sans prétention, vraiment. Et surtout l'école haïtienne, parce que je me revendique un peu de l'école haïtienne, parce que j'ai appris à travailler avec les Haïtiens. Et donc, c'était pour moi plus une joie de peindre, de faire des choses, de réaliser des choses. Et dans un deuxième temps, je me suis arrêté. Je me suis dit que, effectivement, je faisais des expositions, mais j'avais pas, si tu veux, une réflexion profonde sur mon art à moi. Je sais pas si tu vas comprendre, parce que je suis autodidacte. Je n'ai pas la chance, comme certains, d'avoir été dans des écoles, ni d'être fils d'une école. Je suis quelqu'un j'ai dû faire mon histoire de l'art, j'ai dû faire mon image, j'ai dû tout construire. Quand j'ai compris que on acquiert les techniques, n'est-ce pas? On acquiert les techniques, et à un certain moment, ça mûrit, et on peut mettre ces techniques au service d'une pensée, d'une idée. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à peindre. C'est à ce moment-là que moi, je me suis ressenti vraiment dans ce que je faisais. Donc, je vois les deux étapes. L'étape de l'apprentissage, où j'apprenais à peindre, comme on va dans un atelier de grands maîtres. Et j'ai eu la chance aussi, de rencontrer de grands maîtres. Et de travailler avec eux. C'est comme ça que j'ai travaillé un peu avec Tiga. J'ai travaillé avec, comme j'ai dit tout à l'heure, Dodard, je travaillais avec Sambalé, je travaillais avec d'autres personnes, Clark à Trinidad. Donc, si tu veux, j'avais le regard de ces gens-là sur mon travail. Et ça me fortifiait quelque part parce que c'était des gens que j'aimais, c'était des gens qui étaient sincères. Et donc, j'ai pris goût et j'ai pris confiance. Je me suis retiré pendant un certain temps et j'ai commencé à travailler vraiment ma peinture. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment je me situais. Mais je me suis rendu compte très vite que je me situe pas du tout dans ce qui se fait. Je suis quelqu'un, j'ai un esprit je dirais de marronnage. Je ne me retrouve pas dans tout ce qui se fait, je ne suis pas dans une école, je dois te dire, je ne suis pas un carriériste en peinture. Je suis un artiste, je travaille, ça me fait vivre, le travail me fait vivre. Quand je dis le travail me fait vivre, c'est-à-dire que j'aime peindre, j'aime découvrir les choses, j'aime travailler, c'est ce que j'aime. En fait, ce que me renvoient les autres, c'est tant mieux. Mais j'essaie d'être honnête et sincère avec moi dans ce que je fais. Je sais que je viens d'une géographie, d'un espace qui a une histoire. Je suis profondément attaché à cette terre qui est de Guadeloupe. Je suis profondément caribéen, mais en même temps, j'ai 3 fleuves, comme dirait le poète, qui coulent dans mes veines. Je suis autant africain, autant caraïbe, autant occidental. Je ne veux pas enlever, je ne veux rien enlever. Donc, je dois créer l'homme nouveau que je suis. C'est ça la chose. Et nous, artistes, nous avons cette chance-là. C'est-à-dire que nous pouvons, voilà, apporter quelque chose, réfléchir là-dessus, penser aussi à nos demain, quoi. Rêver le pays de demain. Nous sommes là pour ça aussi. OK? Donc, et puis profondément, je pense que je suis, on est ce qu'on est, en fait. On est ce qu'on est. Il n'y a pas le peintre et l'homme. Pour moi, c'est un tout. C'est un état de conscience. Et je veux que je sois quelqu'un qui contrôle mon âme. Donc, je vais là où me mène mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Je ne me je me soucie pas aujourd'hui, je dis, de mon travail, de ce que les gens pourraient penser de mon travail, non. Je sais que j'essaie d'être honnête avec moi et que je suis planté quelque part, je suis l'univers
Je suis l'univers, donc j'essaie d'apporter ma vision des choses, voilà, mes espoirs, mes rêves, je sais pas moi, mes peurs aussi, tu vois. Donc pour moi c'est ça la peinture. Et puis il y a une dimension pour moi qui est sacrée, c'est la création. Quand on parle de création, on parle d'une dimension, une autre dimension. Et pour moi c'est cette dimension, cette part mystérieuse, elle est très précieuse. Ce que certains appellent la spiritualité ou je sais pas comment, mais pour moi elle est très précieuse parce que je ne veux pas tout expliquer. Je ne veux pas tout expliquer. Je sais ce que moi je veux, ce que j'attends d'une œuvre. En fait, pour moi, l'important, hein, quand je travaille une œuvre aujourd'hui, c'est de donner vie à cet espace-là hors de moi-même. Que cet espace puisse vivre, mais hors de moi. Moi, ma personne s'efface. Tu vois, c'est ça. Je sais pas comment on appelle ça, quelle énergie. Mais pour moi, c'est mon rapport à la chose artistique, c'est ça. C'est cette vibration, cet échange qu'il peut avoir, cette rencontre entre l'œuvre et moi, entre l'œuvre et la personne qui regarde. Et pour moi, c'est ce qui est important. Ma personne n'est pas importante. Parce que je partirai. Tu vois? Moi, je partirai. Tout ça, nous passons beaucoup de temps, nous les hommes, hein, avec nos égos, avec nos vérités, avec nos certitudes. Il y a beaucoup qui écrasent les autres pour pouvoir monter. Je ne suis pas dans cette démarche. Je n'ai jamais été dans cette démarche-là. Parce que quand j'ai commencé l'art, quand j'ai commencé la musique, en fait, j'étais avec des gens désintéressés. Guy Conquête, Loison. Donc des gens qui faisaient l'art pour l'art, ils aimaient ça, ils étaient. Et dans un deuxième temps, il y a la reconnaissance. Moi, je ne suis pas dans cette démarche. Je n'ai jamais envoyé un dossier nulle part. OK? Donc, tu vois que je ne suis pas quelqu'un de carriériste. Je suis quelqu'un qui aime peindre, qui aime créer. En fait, tu me connais, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Je suis un passionné. Point. Point barre. C'est ce que la vie m'a donné. Point. Les gens cherchent toujours à mettre des mots sur des choses. Non, je suis moi dans mon entier, c'est-à-dire avec une vision sur mon pays, avec une vision sur la justice. Quand je dis la justice, je ne réduis pas ça à la Guadeloupe seulement. Voilà. J'aime servir l'autre. Voilà, c'est ce que j'aime. J'aime participer à ce rêve-là d'élévation, tu vois. C'est ça. Mais sinon, je n'ai, pour ma part, aucune ambition personnelle. Je dis bien, et je crois que ça va décrisper certains, aucune ambition personnelle de carrière, ni de renommée, non, pas du tout. Pas du tout. Si elle vient, elle viendra par la force de mon travail et par la vérité de mon travail. Je n'ai ni contact, ni réseau, je ne suis pas dans ces démarches-là. Je ne suis pas dans le marché de l'art. Je ne peins pas pour aller vendre de l'art. Les gens qui viennent chez moi, qui soutiennent mon travail, ce sont les gens qui partagent, et c'est comme ça. Je n'ai aucune collusion avec quiconque. Et avec ça, les gens me respectent. Que ce soit les institutions, et quelle que soit la personne. Voilà. Alors, pour venir à Indigo, parce que j'ai eu beaucoup de chance, je disais, donc je suis tombé dans le bain Indigo. Et en plus, c'est chez moi que se tenaient les réunions, enfin, j'étais pas peintre parce que j'étais venu à Indigo pour être dans la logistique. C'est-à-dire, j'aidais les peintres à porter des tableaux, à monter, à descendre. Mais Indigo, c'était un festival vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire parce que on a rencontré des gens de toute la Caraïbe, de l'Amérique latine, même d'Europe. Il y avait des échanges, je pense, sur une semaine, c'était extraordinaire. Et donc, je suis tombé en plein dans le bain. Alors, je vais raconter un fait à Indigo. Comment je suis venu vraiment à Indigo ce jour-là. Sur l'esplanade d'Indigo, il y avait des ateliers le jour de peintres. Je me souviens de Tito, qui était un peintre portoricain. Il y avait Cancelier, il y avait Léogane, il y avait tous les peintres guadeloupéens de l'époque.
Donc tout le monde était là le matin à faire des ateliers sur l'esplanade du truc. Et il me dit, bon, mais voilà, Chaumont Lamotte qui me dit, mais il y a une toile là, je conseiller qui me dit, mais prends des pinceaux peinture, mets-toi à faire une toile. Et puis je me mets à peindre. Parce que j'avais déjà une pratique de dessin en prison. En prison, j'avais pas de matériel pour faire de la peinture. Donc je fais que du crayon en prison. Et quand je suis sorti, c'était non seulement à part chez moi avec les peintres haïtiens, donc je tombais dans le bain de la peinture, de l'acrylique. Et je me suis mis à faire une toile. Pendant que je faisais la toile, il y a Chadouille, Pierre Chadouille, qui vient, qui me dit, ouais, mais envie faire y Alors, je lui dis, bon, mais comme j'ai commencé là, on faisait pareil comme ça, tu feras là, et en la moitié, on s'amuse. Et puis finalement, on a réalisé l'œuvre, on a laissé le tableau par terre, et puis il y a un peintre qui arrive, qui vient, qui dit, qui c'est qui a fait ça? Un étranger, hein, c'était, je crois, un Cubain, je me souviens pas. Il dit, qui c'est qui a fait ça? Alors on lui dit, mais c'est lui là, Joël Nankin. Alors j'arrive, il me dit, c'est toi? Il me dit, oh, mais c'est bien. Mais je lui dis, mais je ne suis pas peintre, je fais ça parce que les amis m'ont encouragé à le faire. Il me dit, ah bon, eh ben. Claudie Cancelier récupère la toile et me dit, on va la vendre aux enchères. C'est une belle histoire. Alors je dis, bon, mais Claudie, j'ai pas de prix, je connais rien en peinture, j'ai fait ça vraiment de façon spontanée. Et il me dit, non, mais tout le monde aimerait bien vendre une toile, pourquoi tu ne la vendrais pas? Je dis, mais si c'est la première toile que je réalise, donc je ne la vendrai pas. Il me dit, non, on la met aux enchères. Il apporte la toile aux enchères, c'est la première toile qui a été vendue. Donc, voilà, donc ça m'a... je me suis dit, waouh, ça m'a surpris vraiment, hein. Mais j'ai pas cru, hein, parce que bon, il y avait tellement d'œuvres, il y avait tellement de choses extraordinaires que bon. Et puis, par la suite, il y a eu plusieurs séances d'Indigo, donc finalement j'ai intégré Indigo, j'ai exposé à Indigo, et j'arrive après Indigo parce que effectivement moi, je suis un peu un enfant d'Indigo, entre guillemets, tu vois, parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à exposer et à peindre. Donc après Indigo, il y a Garel qui m'invite à exposer au Centre des Arts. Je vais au Centre des Arts, Garel me dit, ouais, j'ai vu ce que tu fais, j'aimerais bien que tu exposes. Je dis, ah ouais, j'étais tout content. C'est comme si on me disait que j'allais exposer au Louvre, au Centre des Arts, à l'époque, tu vois. Donc, effectivement, j'expose au Centre des Arts. Ça se passe très bien. Je fais une deuxième exposition, ça se passe très bien. Les gens commencent à... Voilà. Mais je dois dire qu'à cette époque-là, très sincèrement, c'était sans prétention, tu vois. C'était de la peinture pour me faire plaisir, pour faire plaisir. C'était pas de la peinture. Comme j'ai compris plus tard, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, je pars en Haïti. Je reste quelque temps en Haïti, je travaille. Je reviens ici. Et là, les choses commencent à changer. Parce que je me rends compte que je suis dans un milieu toxique. Toxique. Arrivé avec mon état d'esprit d'artiste, hein. Donc j'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai compris qu'à partir du moment qu'il y avait l'appât du gain dans un milieu, le milieu devient vicié. Et je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Mais pas du tout. L'argent, pour moi, non. J'ai pas fait le choix de l'argent. Donc c'est pas en peinture que je viendrai pour faire le choix de l'argent. J'aurais pu le faire dans ma carrière professionnelle. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que le tébé que j'étais, la personne qui essayait les gens me faisaient beaucoup de mal. J'ai reçu beaucoup de gens, beaucoup de vexations de la part de certaines personnes du milieu de la peinture. Mais des choses gratuites. Des choses gratuites. Et si j'ai persévéré par la suite, c'est parce que vraiment j'aimais ça et que j'étais passionné vraiment. Mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de travailler. Et j'ai beaucoup travaillé. Tu vois? Mais l'adversité était féroce. En plus, j'étais enseignant. J'ai laissé l'éducation nationale pour me consacrer à la peinture. Du jour au lendemain.
Donc c'était improbable, c'était vraiment improbable. Et à ce moment-là, j'étais à la direction de Akiyo, du mouvement culturel Akiyo. Je me suis mis à faire des t-shirts pour Akiyo. Il y a des gens, ça a plu, m'ont demandé à faire des t-shirts. Et c'est comme ça qu'est parti le street art, en quelque sorte. Les t-shirts dans la rue. Mais ça, c'était pour subvenir à mes besoins, parce que je ne travaillais plus. C'était pas mon travail de peinture. C'était un support que j'avais pour ne pas faire autre chose que de la peinture. Entre-temps, j'avais mon travail d'atelier, et j'avais le travail sur les textiles comme je fais, et comme j'étais de la mouvance tambour et tout ça, c'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup de tambours, ça vient de la mouvance Akiyo. C'est pour ça que les t-shirts le plus souvent, c'est les tambours. Hein, ok? Donc, c'était une façon pour moi de vivre et de survivre. Parce que comme je dis, je ne demande rien à personne. Et je ne dois rien à personne. Ok? Donc, je me suis un peu retiré, j'ai travaillé. Je suis resté avec ceux avec lesquels je pouvais travailler et échanger. Michel Rovellas, Edo. Et donc, je me suis mis sincèrement en question. Non pas ma place, moi, dans ce milieu, mais ce que j'allais laisser. Moi, c'est ma préoccupation. Ce que j'allais laisser. C'est-à-dire, les gens vont parler, les paroles vont partir. Mais qu'est-ce que tu laisses? Quelle est ta vérité? Quel est ton... Moi, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce que je fais. Et dans tout ce que je fais. Voilà. Donc, j'ai perdu mon jeune frère. Donc, j'ai eu, à un certain moment, le coup de la vie, quoi, en fait. Et là, ma peinture avait changé. C'est là que j'ai commencé à dépouiller la peinture. Tu verras dans mon travail, il y a une période où il était très coloré. C'est la période haïtienne, c'est la période où j'ai appris avec les Tigas, avec tous ces gens-là. Et puis après, je suis rentré dans les gris colorés, noir, blanc, et j'ai fait une exposition. Ça correspondait un peu à la mort de mon frère, où j'avais changé complètement ma vision sur le monde. Parce que je te parlais du rapport aux autres. Voilà. Et je me suis rendu compte aussi que, ici, surtout dans nos pays, que la couleur flattait beaucoup les gens. Les couleurs, on est au soleil, donc la couleur et tout. Moi, j'ai enlevé la couleur. C'était un peu pour aller à l'essentiel, pour essayer de trouver vraiment quelque chose qui faisait vibrer la toile, mais au-delà de la couleur. L'esprit. Voilà. Et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est là que je dis que il y a une part de mystère dans le travail. Et je crois fortement à cette part de mystère. Mais par la suite, quand même, tu sais, les hommes sont ce qu'ils sont. Je dis ça souvent. Le milieu de la peinture sera miné par des gens toxiques, parce que dans la société, il y a des gens toxiques. Il y a beaucoup de bons praticiens. Il y a des gens qui sont très bons. Ils ont toutes les techniques, mais ils sont pauvres. Si tu as une âme pauvre, tu seras toujours pauvre. Si tu as une âme pauvre, tu seras toujours pauvre. Même si tu mets du miel par-dessus, il va toujours rester cette amertume de ce que tu n'es pas, de ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, je ne départis pas l'homme de son œuvre. Ok? Parce qu'il y a une vérité dans ça. C'est pas ce que voient les gens, c'est ce que toi tu mets dedans. Alors, si tu mets dedans ton âme, tu contrôles ton âme, tu maîtrises ton âme, alors là, oui. Ok? Mais si c'est pour... je ne sais même pas quoi dire parce que... Tu vois, je réponds à ces questions-là parce que c'est nécessaire de dire effectivement ce qu'on pense et tout. Lorsque l'on crée, on doit pouvoir sortir, je parle de nous, hein, nous qui vivons dans une île colonisée, sous domination, hein, ça c'est de toute façon, ça c'est là. On doit pouvoir sortir, s'extirper, je dirais entre guillemets, de cette habitation-là, de l'habitation, pour créer.
Tant que tu es dans l'habitation, tu ne peux pas créer. Donc pour créer, il faut sortir de l'habitation. Et c'est ce que j'ai compris. Donc je ne suis pas dans le marasme de ce qui se fait, de ce qui se dit, de ce qui se trame, non, je suis au-dessus de cela. Voilà. Tout en étant conscient de cela, hein. C'est dans un état de conscience, hein. C'est pas dans un état d'abandon, hein. Un état de conscience. Je ne suis pas dans cela. Donc j'essaie de m'élever. Voilà. Et c'est à ce moment-là seulement que je me donne les moyens de créer vraiment, de manière libre. Parce que dire ça peut paraître... les gens qui créent vraiment, qui sont dans une réflexion créatrice, n'ont pas la réponse à leur connexion à l'univers, à leur connexion. Non! Je refuse, moi, de donner des explications, de mettre des mots sur des choses qui me dépassent. Quand je réalise une œuvre, je veux être le premier à être étonné, à être surpris de l'œuvre que je fais. Sinon, je n'ai rien créé, je suis dans un monde connu. Moi, je cherche un monde qui n'est pas connu. Hein?